Bonjour et bienvenue dans Dimanche en politique, 250e numéro de notre rendez-vous dominical, 250 dimanches en votre compagnie pour vous faire vivre la politique sur France 3. Et il y en a eu des événements tout ce temps. Il y a 10 mois, l'élection d'Emmanuel Macron à l'Élysée, et puis face à lui, maintenant, des oppositions en mode dispersé. En premier lieu, Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise, prêts à descendre dans la rue, menant la bataille à l'Assemblée nationale. Mais il faut tenir le rythme, c'est bien là l'enjeu. Et Jean-Luc Mélenchon, député des Bouches-du-Rhône, président du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale, est notre invité ce midi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau. On va commencer par l'image de la semaine qui nous emmène du côté des États-Unis. Donald Trump, le président américain, revendique une guerre commerciale avec l'Europe sur l'acier et l'aluminium. Est-ce que ça vous inquiète? Ah ouais. Alors d'abord, j'essaye de comprendre. Clairement, le libre-échange a été trop loin. Dans les années 80, c'était 50% positif, 50% négatif. Là, on est à 70% négatif. Et avec les prochains accords, ça va être 100% négatif, surtout sur le plan écologique et social. Vous avez compris, le libre-échange, c'est la prime à celui qui paye le moins ses ouvriers et qui s'allie tout sans payer. Donc vous seriez pour plus de protectionnisme? Moi, je suis pour le protectionnisme solidaire. C'est-à-dire qu'au lieu de faire... Ça, c'est le contraire du protectionnisme que je défends, ce que fait Trump. C'est-à-dire tout d'un coup... Alors, vous allez voir, c'est pas le dernier. Quelqu'un dit « Ah ben ça, c'est fini, toc, les droits de douane ici », c'est-à-dire ça déclenche une guerre commerciale que personne ne contrôle. Vous reprenez ce mot de guerre commerciale? Oui, une guerre commerciale, bien sûr. Et absurde, parce que des guerres commerciales aux guerres tout court, ça va vite, l'histoire l'a montré. Par contre, le protectionnisme solidaire, ça veut dire que, oui, on fait du protectionnisme, l'idée c'est de relocaliser tout ce qu'on peut relocaliser. Écologiquement, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais solidaire, c'est-à-dire qu'on discute. C'est pas tout d'un coup, l'un décide qu'il bloque tout et qu'il déclenche de la violence. Par exemple, qu'est-ce qu'on devrait faire en Europe en termes de protectionnisme solidaire? Dans quel domaine, par exemple? Par exemple, on pourrait mettre des taxes sociales et écologiques sur tous les produits qui rentrent en Europe pour augmenter leurs tarifs. Produits? Eh bien oui, tous ceux qui sont produits dans des conditions écologiquement insupportables ou socialement inacceptables devraient être taxés de manière à ce que l'Europe puisse être une frontière réelle pour ces marchandises. Jean-Luc Mélenchon, est-ce que Donald Trump n'est pas en train de devenir le maître du monde? Je dis ça parce que le président nord-coréen, Kim Jong-un, a dit d'accord pour le rencontrer. On va parler éventuellement de désarmement nucléaire. C'est une bonne chose. Ah oui, non mais déjà, oui, c'est une bonne chose. Il vaut mieux parler que la guerre. Alors, de ce point de vue, c'est bien. Et c'est un bon point pour Donald Trump. On va voir, tous ces gens-là sont bien énervés. Et les États-Unis d'Amérique sont une puissance agressive, dominatrice, violente. Vous savez, sur les 229 années de ce pays, il y en a 222 en guerre. Cela dit, la Corée du Nord, c'est pas tellement non plus très tendre. C'est clair que c'est pas un modèle qu'on pourra proposer où que ce soit. Et puis, ils se sont armés avec des armes nucléaires. Et moi, je crois qu'on devrait, nous les Français, prendre des initiatives pour le désarmement nucléaire. D'abord, nous sommes nous-mêmes une puissance nucléaire. Alors évidemment que c'est nous qui désarmerons les derniers. C'est nous qui avons le plus petit stock. Mais il faut entrer. Et le président Xi Jinping de la Chine avait proposé qu'on reprenne les discussions sur le désarmement. Vous voyez, monsieur Letellier, ce qui est désolant, c'est que vous voyez qu'il y a un nombre croissant de gens qui se fabriquent des armes nucléaires et personne ne parle de rembobiner le film. Je suis pour rembobiner le film. Quelque part, si la rencontre, imaginons, Donald Trump, Kim Jong-un et puis d'autres dirigeants, pourquoi pas, si elle avait lieu à Paris, ça pourrait être une idée? Et pourquoi pas? Parce que c'est nous, les Français, qui sommes les meilleurs interlocuteurs pour la paix. En tout cas, moi, c'est ce que j'espère. Mais vous savez, souvent, les gens ne se rendent pas bien compte de ce que c'est que cette affaire de Corée du Nord. Vous savez que la Corée du Nord a une frontière avec la Russie. Les gens ne le savent pas. 17 km, elle ne fait pas beaucoup, mais elle existe. Elle a une frontière avec la Chine, 1400 km de frontière. Ça veut dire que ce pays-là, il ne faut pas simplement regarder le visage du président de la Corée du Nord, je ne sais pas quel est son titre, il faut se rendre compte dans quel contexte géopolitique, et quand on veut défendre la paix, il faut prendre des mesures pour qu'on aille à la paix, notamment le désarmement nucléaire. Cette semaine a été marquée aussi par les discussions autour de l'avenir de la SNCF, le plan prison par exemple, la réforme constitutionnelle aussi. Il en pleut. Quelle semaine? La réforme de la SNCF s'attaque à un tabou, le statut des cheminots. Les cheminots, eux, prennent de plus en plus la parole pour dire qu'ils ne sont pas des privilégiés. On se dit les cheminots sont des feignants, mais non, ils sont là tous les jours de l'année. Même le président de la SNCF se sent obligé de défendre son personnel. En ce moment, on est vraiment dans une période de SNCF bashing et de cheminot bashing, et j'en ai assez.
Une pétition contre les 80 km/h relayée par les élus de tous bords politiques. Je vois dans cette espèce d'annonce une forme de mépris pour les gens que nous sommes. On va mettre encore plus de temps pour aller mettre nos courses, pour aller faire nos courses, encore plus de temps pour aller travailler, et derrière ça, on nous met une hausse de l'essence, une hausse du diesel. Le Premier ministre va lancer la réforme constitutionnelle qui prévoit, entre autres, la limitation à 3 mandats, une dose proportionnelle ou encore un redécoupage des circonscriptions et la réduction aussi du nombre de parlementaires. Barrages routiers, manifestations et grève générale. 3 semaines que l'île de Mayotte crie sa colère. Pourquoi la France nous a abandonnés, nous les Mahorais? Le 101e département français étouffe sous la pression migratoire. Au début de sa visite en Inde, Emmanuel Macron a multiplié les gestes et les déclarations d'amitié. On retiendra de cette première journée la conclusion de gros accords commerciaux, mais aussi cette leçon de vie donnée par le président français aux étudiants indiens. You have a huge opportunity, which is to transform, not to replicate a lot of past mistakes, but just to invent new way to proceed. So please, just do it. Je voudrais bien dire. Jean-Luc Mélenchon, la SNCF, Guillaume Pépi, vous avez vu, est le premier à dénoncer un cheminot bashing. Ouais. C'est un soutien bienvenu pour les cheminots. Pourquoi pas, mais disons qu'il ne manque pas de sous, celui-là. Parce que c'est quand même lui qui a déclenché avec le gouvernement toute cette affaire. Commençons d'abord par dire une chose. Je crois que maintenant, les Français ont à peu près compris les données du problème. Tous les médias ont fait pendant des semaines en effet, comme on dit, bashing, ça ne veut rien dire. C'est jeter de la boue sur les cheminots pour les maltraiter, les faire passer pour des privilégiés et des planqués. Ça a été vraiment odieux. Je vous demande de tenir compte de ça, Monsieur Letellier. Vous êtes un homme de médias, mais mettez-vous à la place... On va en parler des médias. Mettez-vous à la place de ces milliers de gens qui, pendant des jours et des jours, se sont entendus traiter de cette manière-là. C'est d'une violence incroyable. Mais surtout, ce que je voudrais dire à ceux qui nous écoutent, il n'y a aucune raison de faire tout ça. Aucune. Sinon que la Commission européenne a décidé de rendre concurrentiel le rail. Rendre concurrentiel le rail, ça veut juste dire que sur le même rail, vous allez faire passer un train privé, un train public, un train privé. Mais il y a un autre sujet aussi, c'est la privatisation éventuelle de la SNCF. Bien sûr que ça Guillaume sera. Pépi, le même, dit, même pas en rêve, le gouvernement dit il n'y aura pas de privatisation de la SNCF. Ce sont des menteurs. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand il y a eu GDF, c'était pareil, Gaz de France. On nous a dit jamais, ce sera incessible. Il faut dire la vérité. C'était incessible, en effet. Ils n'ont jamais cédé. Mais ils ont marié GDF avec Suez, et comme Suez était plus important, plouf, la nouvelle compagnie, elle est essentiellement privée. Et pendant ce temps-là, on nous avait dit la privatisation va faire baisser les prix. Depuis, ils ont augmenté de 49% pour ce qui est du gaz. Et là, ça va faire pareil. Pourquoi, sinon, change-t-il le statut ? C'est uniquement pour pouvoir, le moment venu, privatiser. Sinon, il n'y a pas de raison de faire tout ça. Mais alors, à propos de privatisation, le gouvernement annonce d'autres privatisations. Aéroport de Paris, Française des Jeux, c'est le loto, par exemple, ou Engie. Qu'est-ce qui doit rester public ? Est-ce que l'État doit gérer les entreprises ? Alors déjà, ça je la connais celle-là. L'État doit gérer les entreprises, bah oui. Elles ne sont pas gérées par l'État. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Quand il y a une entreprise nationalisée, on y nomme des gens qui sont compétents, on l'espère, et qui font tourner ces entreprises. Ces entreprises rendent un service qui souvent devient un service public, et puis ça rapporte à l'État. Alors déjà, moi j'aimerais bien un jour qu'on fasse ce bilan. Vous ne trouvez pas ça curieux ? Personne n'a jamais fait le bilan des privatisations. Combien ça a rapporté et combien ensuite les entreprises privées, les actionnaires ont ramassé. Ça pourrait être le rôle de contrôle des parlementaires, ça. Et c'est exactement ce que nous avons fait, ce que nous avons obtenu pendant la discussion de la loi de finances, un amendement qui a été déposé par mon camarade Coquerel et qui demandait qu'on fasse le bilan de la privatisation des autoroutes, qui est quand même un des plus gros scandales de privatisation des 10 dernières années. Et nous l'avons obtenu. Donc le gouvernement va nous rendre un rapport. Et le jour où nous gouvernerons ce pays, je vous garantis que nous ferons le bilan sur la totalité des privatisations. Parce que, pardon, je veux le dire, c'est un pillage. Expliquez-moi voir pourquoi on privatise un aéroport. Un aéroport, c'est une frontière. Un aéroport, il n'y a aucune concurrence possible. Vous arrivez à Roissy et puis c'est tout. Vous ne pouvez pas vous poser plus loin. D'accord ? Donc, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? C'est toujours la même chose. On croit, alors vous avez des idéologues qui vous racontent que grâce à ça, tout va mieux marcher, alors que tout marche moins bien. Et puis, deuxièmement, ça rapporte beaucoup d'argent à ceux qui le... En attendant, pour la SNCF, il va y avoir des manifestations le 22 mars. Oui. Cette fois, tous les syndicats unis vont descendre dans la rue. Vous les aviez critiqués au moment de la loi travail en disant qu'ils étaient désunis.
Est-ce qu'à vos yeux, ce sera une façon de récupérer le point que vous avez donné à Emmanuel Macron à l'automne? Pour les travailleurs, certainement. Pour les salariés, c'est une occasion, en effet, de reprendre le point, parce qu'ils ont quand même dégusté le code du travail mis en morceaux et combien de choses. Mais oui, alors, bon, le 22, pour nous, c'est le 22 mars, c'est un grand rendez-vous. Clairement, les 5000 structures de base de la France insoumise ont été alertées, font ce qu'il faut pour qu'il y ait le plus de monde possible. On verra ce que ça donne. Mais surtout, ce que je veux dire, je faisais 2 reproches. Le premier, la division. Elle est surmontée. Le deuxième, c'est la séparation entre l'action sociale et l'action politique. Je le redis, les transports, la SNCF, ce n'est pas que l'affaire des cheminots. C'est l'affaire de toute la population. Donc ni seulement des syndicats aussi, c'est ce que vous voulez dire. Évidemment. Ouais. Le 22 mars, si vous n'êtes pas cheminot, vous ne pouvez pas faire la grève. Ou si vous n'êtes pas de la fonction publique, si vous travaillez dans une entreprise de nettoyage, si vous ne travaillez pas, si vous êtes à la retraite, comment vous faites? Donc je repose ma proposition du mois de septembre sur la table. J'ai vu qu'elle avait fait son chemin. Je repropose qu'un jour de fin de semaine, un samedi ou un dimanche, on puisse appeler tout le monde à la rescousse. C'est le fameux million que vous vouliez faire descendre sur les Champs-Élysées. À la fin, on m'a dit alors votre manif d'1 million, elle a pas lieu. C'est ça que vous relancez. Mais je repose sur la table l'idée qu'on puisse tous se retrouver aux côtés des cheminots, de la fonction publique. Un samedi ou un dimanche. Pour défendre en attendant, l'État. Les partis politiques, eux, sont désunis. Parce que regardez, Olivier Besancenot, lui, il appelle à un front uni avec vous, avec Benoît Hamon. Est-ce que c'est envisageable? Alors déjà, première bonne nouvelle, il est revenu. Qui? Besancenot. Il est revenu de quoi et de où? Sur le devant de la scène. Ah, d'accord. Bon, c'est un gros renfort pour nous. Ça sous-estime pas, ça. Bon, bref. Premièrement. Deuxièmement, il fait une proposition qui change du tout au tout la ligne qu'il avait suivie jusque-là. Vous vous rappelez peut-être qu'il voulait, à l'époque, et ni le front de gauche, ni rien, pas question. Là, maintenant, il fait une proposition. Mais je lui dis, bon, moi, je ne suis pas d'accord avec les fronts de sigles, la soupe aux sigles. Alors on met tous nos sigles et puis on pense que miraculeusement ça va faire venir les gens dans le combat. Mais dans ce qu'il dit, je veux faire un pas, parce que pour une fois que quelqu'un fait quelque chose de positif dans ma direction, je ne vais pas le laisser... Je dis à Olivier Besancenot et à tous les autres, laissez tomber ces histoires de front. Ce dont nous avons besoin, c'est de combats communs. Donc là, on pourrait dire, et puis sans embrouiller avec les sigles politiques. Mais concrètement, nous pourrions faire le rail en commun. D'accord? Donc, on se réunirait, on organiserait l'action, en dehors des syndicats, bien sûr, c'est-à-dire dans la population non cheminote et non fonction publique, et on engagerait, comme on fait pour les caisses de grève, pour aider les cheminots. Mais est-ce que Benoît Hamon, il est le bienvenu dans cette histoire? Quand c'est un combat commun, pourquoi pas? Si c'est un front où on va mettre nos sigles, ça n'a pas de sens. D'ailleurs, à qui ça s'arrête où? Le Parti socialiste, qu'est-ce qu'on en fait là-dedans? Bon, je comprends qu'on a le plus grand mal à savoir ce qu'on peut en faire. Justement. Lui-même ne sait pas ce qu'il veut. Mais bon, il y en a plein d'autres aussi. Justement. Dont on ne sait pas ce Jean-Luc Mélenchon, on va accueillir Éric Acquemans, journaliste politique à Paris Match, parce qu'il va vous en parler aussi du Parti socialiste. Allons-y. Bonjour Éric. Bonjour Francis. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour Monsieur Acquemans. Alors, en ce moment se déroule le congrès du Front National à Lille. J'aimerais savoir si vous considérez toujours Marine Le Pen comme une adversaire redoutable aujourd'hui. Plus que jamais, car l'extrême droite est en progression dans toute l'Europe. Il faudrait quand même s'en rendre compte. Et l'extrême droite européenne, c'est pas tout à fait la même chose que ce qu'était Madame Le Pen jusque-là. C'est une extrême droite qui non seulement est xénophobe, et tout ça, est raciste, on connaît, mais qui en plus est très libérale dans tous les pays d'Europe. Et Madame Le Pen, là, est en train de faire ce tournant. Elle revient à l'ancien Front National. Vous pensez que Marine Le Pen devient libérale? Elle a changé de discours. Donc elle n'est plus anti-système. Non, et donc le champion de l'anti-système, c'est vous. Attendez, déjà commençons par caractériser ce qu'ils sont en train de faire. Elle est passée de la diabolisation, dédiabolisation, à la banalisation. Elle rêve d'être un parti comme les autres. Très bien. C'est-à-dire les supplétifs comme en Italie, la Ligue du Nord, tout ça, qui sont des organisations d'extrême droite, qui viennent faire à la fin des gouvernements communs avec la droite. Donc dorénavant, quand on vote pour Le Pen, on finit par avoir en quelque sorte un petit ticket d'entrée chez Wauquiez. J'aimerais vous parler du Parti socialiste, parce que cette semaine, les militants vont choisir leur nouveau représentant.
Est-ce que vous considérez qu'ils sont tous à mettre finalement dans le même sac et quel que soit le candidat, il n'y a plus rien à attendre du Parti socialiste? Ce serait trop brutal. D'abord, je suis ce congrès avec intérêt. J'ai regardé le débat, ce qui est un effort. Je me suis aperçu que, en gros, l'utilité qu'ils voient à leur parti, c'est eux-mêmes. J'ai l'impression qu'ils m'ont laissé. À quoi sert le PS? À faire vivre le PS. Bon, très bien, mais ce n'est pas le sujet dans la population. Et je les vois, peut-être vont-ils clarifier leur position. Je vous demande de bien comprendre que chaque fois qu'on me parle de faire des fronts avec Pierre-Paul ou Jacques, à chaque fois, j'aimerais bien savoir ce que ces gens-là pensent. Mais sur les quatre, il y en a un qui a votre priorité, votre préférence? Si je fais ça, je lui rends un tel mauvais service qu'il vaut mieux que j'évite. Non mais attendez, est-ce qu'ils vont être dans l'opposition ou est-ce qu'ils vont être entre les deux? Parce que je voudrais rappeler qu'au vote de confiance, qui est quand même l'acte de base au Parlement du rapport au gouvernement, 3 ont voté contre la confiance, 5 ont voté pour, et tous les autres sont abstenus. Donc vous attendez de voir. Alors, maintenant, non, mais c'est qui ces gens-là? Ils sont dans l'opposition, dans la majorité? C'est la question. Attendez, j'ai pas fini. Je vais vous dire un mot. Même quand ils sont dans l'opposition, on a vu M. Dussopt passer des heures à lire des discours contre le gouvernement. On vote la loi de finances, il vote contre, et le lendemain, il est membre du gouvernement. Jean-Luc Mélenchon. Monsieur Letellier, est-ce que vous saviez que Le Drian était toujours membre du PS? Oui, on en avait parlé ici, on avait même posé la question. Eh ben, c'est quand même énorme, j'apprends maintenant qu'il en est parti. On lui a donc jamais rien demandé à Jean-Luc Mélenchon, sans filtre, c'est un peu comme ça que vous voulez vous adresser aux Français, et on va le voir. C'est le combienième, ce coup-là? 57. On y va. Bonjour, c'est la 57e revue de la semaine. Ça fait un bail, hein? Bon. Allez, on traîne pas. Générique. J'ai la chance d'être un homme politique qui n'a pas besoin d'autres médias que les siens pour s'exprimer. Au point d'ailleurs que j'envisage de me passer de tous les autres. Les techniques de communication, ça m'intéresse. J'ai fait le 3615 quand il y a eu le Minitel. J'avais un site. J'ai fait une télé dans une cage d'escalier. J'ai fait un gratuit du département de l'Essonne qui a été un gros succès. L'hologramme, c'était... oui, là, c'était quand même... c'était culotté, ça. Alors, où suis-je? Et maintenant, à Paris. Les gens ont raconté des tas de choses. Après, j'ai lu que je ne me remettais pas d'avoir perdu et tout. Mais pas du tout, ils ne comprennent pas. Si on était arrivé... Alors, il y a beaucoup de si, hein. Arrivé au deuxième tour, et si on avait gagné, ce que je pense que le camp du fric se serait mobilisé déjà quand on voit ce qu'ils m'ont mis pendant les 15 derniers jours. Qu'est-ce que ça aurait été entre les deux tours? Mais un jour, ils vont perdre. Et ce jour s'approche. J'en sais rien si c'est nécessaire. Tu sais, c'est la mise en scène du dialogue. Parce qu'il faut que ce gouvernement donne l'impression de dialoguer. C'est plus dur que moi, toi. Hein? Ah ouais. Bonsoir. On n'est pas une bande de copains, hein. Nous sommes des opposants, ils sont au pouvoir, ce qu'ils font est très mauvais, et nous on s'y oppose. Mais cependant, il y a une certaine décontraction qui facilite l'échange et fait baisser le niveau de la tension qui existe naturellement, parce que nous sommes contre tous leurs trucs. Donc vous diriez, comme après votre rencontre avec Emmanuel Macron, on peut discuter avec Édouard Philippe? Oh, peut-être. Non. Il est moins carré que l'autre, hein. Il est plus sinueux, hein, mais c'est peut-être des apparences. Hein. Bonsoir. On va parler de tout ça, Jean-Luc Mélenchon. Mais d'abord, sur les médias. Il y a une phrase que vous avez écrite sur votre blog. La haine des médias et de ceux qui les animent est juste et saine. Les syndicats de journalistes dénoncent ces propos en disant on peut critiquer les médias, mais pas la haine. Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites que vous regrettez ces propos? Est-ce que vous les êtes... Et je vous invite à rentrer en vous-même et à réfléchir. D'abord sur cette manie, sur un texte de 32 000 signes, de sortir une phrase parce qu'elle vous arrange, parce qu'il y a un mot qui permet de me flétrir. Il y a le mot haine. Écoutez-moi, la haine, des fois, c'est ce qui vous permet de ne pas laisser l'acide passer sous l'armure. Parce que nous avons subi des mois de bashing, hein, de déversement de boue contre les nôtres. Je parle des salariés, je parle des syndicalistes, je parle de... C'est sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Donc vous gardez ce mot... Attendez, j'ai pas fini. Le rejet du parti... Le rejet du parti médiatique, c'est quelque chose qui vous rapproche d'autres personnalités politiques, Laurent Wauquiez et Marine Le Pen, compte tenu de votre engagement. Est-ce que c'est pas un petit peu étonnant? Écoutez, c'est vous qui devriez vous poser la question de savoir pourquoi,
3 responsables politiques qui représentent au total peut-être les 3/5 des électeurs de ce pays en viennent à dire que c'est une vie insupportable. Pour le coup, il y a 9 un milliardaires possèdent 90% des médias. Et sans qu'il y ait besoin de passer un coup de téléphone à un journaliste, le règne de l'autocensure existe partout. Je connais de l'intérieur les rédactions, parce que dans toutes les rédactions, il y a des insoumis. D'accord ? Alors, je reviens sur ce que je disais. Premièrement, les salariés, les syndicalistes, les gens qui défendent nos thèses, ou dont nous défendons les thèses, sont traités d'une manière indigne. Et deuxièmement, nous, les insoumis, nous avons été soumis depuis septembre, toutes les semaines, chaque semaine, à un incident, un événement, quelque chose destiné à nous flétrir. Et ça crée de la haine chez vous. Vous savez, je n'aime pas la haine par orgueil. Pourquoi ? La haine, c'est l'ennemi qui prend pied en vous. Mais des fois, c'est la seule protection que vous avez. Il faut que vous puissiez détester pour ne pas que le miroir fonctionne. Vous détestez qui? Les médias, les journalistes, vous détestez qui? Mais écoutez, mon cher, vous avez qu'à me lire. Bon. Je ne déteste personne. Juste une dernière question. Non, attendez, je ne déteste personne. J'ai expliqué ce qu'est le système médiatique. C'est la deuxième peau du système. Il y a un parti médiatique qui, d'un bout à l'autre de la chaîne, répète les mêmes choses. Mais c'est pas vrai pour tous les journaux. J'ai une vive sympathie pour l'humanité. Je lis La Croix avec beaucoup de plaisir. J'adore le monde diplomatique. Je lis Politique. Juste avant de donner la parole à Éric Acquemont. Et ainsi de suite. Vous regardez le média. Voilà. Est-ce que vous mettez dans la même catégorie la télévision en ligne, le média, qui est dirigé ou qui a été fondé tout seul, qui a été fondé par votre ancienne directrice de campagne? J'ai beaucoup de sympathie pour ce qu'ils font. Il n'y a pas de haine envers eux? Ben non, je viens de vous dire aussi qu'il n'y en a pas envers l'humanité, qu'il n'y en a pas envers le monde diplomatique. C'est vous qui faites une globalité. Parce que c'est ça votre système. C'est le corporatisme le plus noir. Quand j'attaque sur un plan les conditions sociales des journalistes qui doivent être modifiées ou la propriété des médias, moi, au pouvoir, je ferai une loi contre la concentration. Personne n'aura le droit de posséder plus un journal ou d'une radio. À ce moment-là, vous dites, vous attaquez à tous. Non, il y a un homme qui, justement, multiplie les attaques sur tous les plans. C'est Emmanuel Macron qui multiplie les réformes. Immigration, justice, etc. Il va très vite. Est-ce qu'il ne va pas trop vite, vous, l'opposant numéro 1, pour que vous puissiez le saisir? Ben, on en est tous là, hein. Ça va tellement vite, c'est une technique. C'est pour nous suffoquer. Vous-même, les journalistes, vous avez un mal de chien à suivre. Ne me racontez pas d'histoire. Nous, on a des assistants. Vous, monsieur Acquemont, vous n'en avez pas. Vous, monsieur Letellier, non plus. Nous, on a des assistants et on a du mal à suivre. La question, c'est monsieur Macron. Donc, il vous suffoque. Ben, et moi, il ne me suffoque pas parce que je suis un guerrier aguerri. Et je sais par où attraper une question et une autre. J'ai cette expérience-là. Mais beaucoup de gens sont suffoqués par le nombre de choses qui tombent en même temps. Alors, nous avons parlé des médias. Attendez une seconde, parce que j'ai une chose à annoncer. Vous savez que j'ai fait une pétition pour qu'il y ait un conseil médiatique, un conseil déontologique pour les médias. C'est-à-dire que je veux pouvoir, comme tout le monde, avoir en recours autre chose que de faire des procès. Monsieur Mélenchon, le recours, c'est le suffrage universel. Parlons des élections européennes qui arrivent. Mais monsieur Acquemont, vous êtes trop pressé, j'ai même pas le temps de faire mon... Non, mais parce qu'il y a beaucoup de sujets. Oui, ça va vite. Le 12 avril prochain, j'ai rendez-vous avec le président Macron pour lui parler de ma pétition. Ah bah, ça vous intéresse quand même. Sur les conseils, sur le comité conseil déontologique. Parce que ça intéresse Emmanuel Macron. J'ai demandé à Emmanuel Macron à le rencontrer pour lui parler de ça, et il a fini par me proposer une date, ce dont je lui suis reconnaissant, le 12 avril prochain. Donc le 12 avril prochain, ma pétition arrive à l'Élysée et je vais voir ce que le chef de l'État va me dire. Alors, est-ce qu'on peut parler des élections européennes? Vous avez dit la bataille est commencée, vous l'avez écrit. Est-ce que vous serez tête de liste ou candidat? Je ne serai ni tête de liste ni candidat. Qui sera je le suis tête de député liste de Marseille et bon, ça va quoi. J'ai de quoi m'occuper. Je suis président du groupe parlementaire. Alors c'est une vie très dure que j'ai entre les deux, mais voilà. Qui sera la tête de liste? Vous avez déjà une idée? On y réfléchit. Manuel Bompard? Charles Girard? On y réfléchit. Il y en a plusieurs qui sont capables de l'être. Moi, mon travail maintenant consiste à pérenniser la force politique que nous avons fait émerger dans la présidentielle et la législative. À partir du groupe parlementaire et du mouvement, qui est très puissant, on va passer à l'étape suivante que vont être les élections européennes. Il n'y a pas besoin que je sois candidat. Et qui seront vos alliés, M. Mélenchon? Vous avez dit même pas en rêve à Benoît Hamon. Je crois que le Parti communiste ne partage pas. Non, mais vous voyez comme vous simplifiez d'une manière outrancière. J'ai dit... non, mais M. Hamon a dit, nous laissons la porte ouverte, ce qui est très généreux de sa part, nous laissons la porte ouverte à condition qu'il change sa position sur l'Europe. Et j'ai dit, écoutez, pour avoir un accord, il faudrait que je renonce à mes positions, mais pas en rêve. Voilà ce qui n'est pas en rêve.
Mais maintenant, si M. Hamon veut devenir raisonnable, s'il arrête de dire qu'il compte changer la vie dans le cadre des traités existants, alors qu'il sait aussi bien que moi que ce n'est pas possible, bah bien sûr qu'on peut parler. Mais nous, on a toujours été pour parler avec tout le monde. Et je suis le seul groupe parlementaire dans lequel il y a plusieurs composantes politiques. Alors, quel est ce procès permanent du fait que je ne voudrais parler avec personne? Je demande qu'on me traite avec respect. Alors, qu'on me dise, mon petit gars, je viens m'allier avec toi, à condition que tu changes de discours, que tu changes de programme et tu acceptes de porter mes valises. Donc on verra ça. Merci Éric d'être venu sur le plateau de Dimanche en politique. Merci, on va parler maintenant de Bure, où il y a un projet de site d'enfouissement de déchets radioactifs. Et il y a des manifestations régulièrement, parfois violentes, et puis des élus, des associatifs qui sont contre. Le gouvernement est en terrain miné là. Bure peut-il être le nouveau Notre-Dame-des-Landes et le souhaitez-vous même? C'est pas comme ça que se pose le problème, Monsieur Le Tellier. Le problème qui se pose, c'est nous sommes la nation la plus nucléarisée peut-être du monde. En tout cas d'Europe. Ça ne peut pas continuer. C'est dangereux. 17 réacteurs arrivent en fin de vie à l'intérieur de ce mandat. Le président de la République va devoir faire le choix de faire soit le grand carénage qui coûte 100 milliards, c'est-à-dire remettre tout ça d'aplomb, soit mettre ces 100 milliards immédiatement dans des... Oui, mais revenons à Bure. Faut-il le faire, ce centre d'enfouissement, ou pas? Mais bien sûr que non, qu'il ne faut pas le faire. Ce n'est pas raisonnable. Enfouir les déchets nucléaires en se disant, comme on ne les voit pas, il n'y a pas de problème, c'est une attitude irrationnelle. Qui plus est, les risques d'incendie viendraient à répandre partout des déchets nucléaires. C'est la raison pour laquelle nous faisons une campagne pour la sortie du nucléaire. Vous m'entendez? La sortie du nucléaire. Justement, vous lancez aujourd'hui une votation citoyenne pour la sortie du nucléaire. Voilà. Profitez, si on peut dire comme ça, du 7e anniversaire de la catastrophe de Fukushima. Est-ce que c'est une façon de faire pression sur Nicolas Hulot? Ben évidemment, c'est lui le ministre. Hein. Bien sûr que c'est une façon de faire pression. Et puis c'est surtout, nous avons pris, si vous voulez, un dossier que la politique ne traitait plus. Parce que Europe Écologie Les Verts s'est intéressé à d'autres choses. Mais les associatifs, eux, ont continué leur travail, mais ont été en quelque sorte, n'ont plus eu de prolongement politique. Donc on a décidé de s'y mettre avec eux et on organise une votation citoyenne du 11 au 18, le 11 parce que c'est le 7e anniversaire. C'est aujourd'hui. Oui, mais vous savez, Monsieur Le Tellier, vous savez que c'est toujours pas fini Fukushima. Allez pas vous rassurer et dormir tranquille, hein. Ça continue à envoyer dans la mer encore des litres et des litres et des litres de produits radioactifs. Donc cette semaine, nous allons voir Monsieur Naoto Kan, le Premier ministre japonais de cette époque, qui va venir nous visiter et nous allons mener cette bataille. Tout à l'heure, je serai place de la République. À Paris. Merci. Oui, pour le début de la votation. Merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir accepté notre invitation dans Dimanche en politique.